Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour, ça va être un grand plaisir que je vous retrouve encore ce matin pour un nouveau numéro de l'émission Toc Toc. Toc Toc est à ce jour à son numéro 53. Merci pour votre fidélité renouvelée. Comme d'habitude, nous avons en studio deux confrères donc, pour décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous au Togo. Le premier pour nous, Olivier Adja. Il est le patron d'abord de l'agence bilingue Afripresse et aussi directeur de publication du journal Harakiri. Bonjour Olivier Adja. Oui, bonjour chers confrères et aussi mes salutations vont à tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin donc à débattre sur le plateau de LCF. Le second a pour nom Maxime Domeni. Il est le rédacteur en chef du bi-hebdomadaire L'Alternative. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Gino, bonjour à tout le monde, bonjour à tous qui nous suivent, tous qui sont restés fidèles à cette émission. Ok, dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons comme invité un politicien, il a pour nom professeur Wolu Komi, il est le premier secrétaire du PSR, le Parti Socialiste pour le Renouveau, donc autour de 10h30, il sera là avec nous pour donc passer à crible tout ce qui est comme actualité chez nous ici dans ces dernières heures. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. Merci à Nessora Kakovi pour le jingle. Nous démarrons par Togo Matin. Atelier du Ashkruin, tant vaut le boycott, tant vaut la rencontre. Dossier secteur bancaire, boom, concurrence et perspective. France-Afrique, l'héritage de Rocard à l'Afrique Téléphone, Move la promo Flouze, Conso 2016, lancé, édito conférence nationale, quelle leçon? Deuxième journée de l'école ce matin, sport, Télégram Sport 228. Saison sportive 2016-2017 en Europe. Adebayor, Romao Gakpe, Agassa, rebondir ou plonger. Joueurs togolais, le marché des transferts, ça déménage. Box, des clubs et des ligues retirent leur mandat à Kelani Bayor. Musique gospel, Ami Youyou, son 14e bébé discographique dans les bacs. Dans l'école également ce lundi 11 juillet, nous avons le correcteur Honoré Adontu, hommage national au casque bleu togolais tué au Mali, les 5 soldats sacrifiés pour l'image du Togo à l'extérieur selon Fort Nyasingbe, culte des rétrocommissions des hauts gradés de l'armée. Troublante révélation autour de la gestion de la SDGI ou de l'UTB, 36 milliards de déficit, plusieurs dossiers au contentieux, des véhicules de luxe de la banque bradée, promotion des incompétents et délateurs. Plusieurs grâces présidentielles accordées aux détenus en Afrique, la gouvernance sans relief de Fort Nyasingbe opte pour le pourrissement. Condamnation de l'État togolais et délinquance révoltante d'un réseau de pourfendeurs de l'économie nationale vers le détournement de 314 milliards 109 millions sur le dos des ex-employés de Togo Test Portugal Euro 2016. Le Portugal sur le toit de l'Europe. Liberté, le quotidien privé est dans les kiosques. Le Ashkruin, sa présidence et son passé. Les comptes vérités regrettables d'Awanana Dabouya sur le hold-up électoral de 1998. Un ancien de la CEN déclare, je cite, « Il n'y avait aucun problème de délai légal qui serait forclos. C'est du mensonge. » Enquête à Bangeli. La montagne de fer de Bangeli, lucre pour les Indiens et misère pour les travailleurs. Grand reportage, faute d'infirmiers, les populations de Keta, Hunlokwe meurent à côté du dispensaire qu'elles ont construit.
chefferie conflictuelle dans le canton de Kovié, les populations ont manifesté contre la désignation de Togui Kosivi Modjo 4. Dans les cas également ce matin, économie développement, foire Made in Togo, développement, un passeport africain disponible dès le 18 juillet. Réforme économique et alternance à la tête de l'ITB, Patrick Mestralet luttera contre les scandales d'écriture frauduleuse. Dans les kiosques également, depuis jeudi dernier, et ce pour 2 semaines, nous avons Focus Info. Politique, réforme, le jeu d'échecs du couple ANC a dit au Parlement. Politique, Fort Nyansingbe, voyage-t-il trop? Invité spécial, Madame Awanana Daboya, présidente du HCRUN. Réforme et réconciliation vont de pair. L'un a de son sang, l'autre dossier. Enfants sorciers. Le calvaire des mineurs considérés comme des suppôts de Satan social, sodabilleux, spiritueux, traditionnel, mal aimé. Eh bien, c'est tout pour la une des journées de ce lundi. On va marquer une pause. On a le jingle et derrière, on commence la première partie de cette émission. Merci. Donc, rebonjour chez confrères. Oui, Bonjour. Nous allons commencer par l'atelier du HCRUN avec la sortie de Mme Awanana sur la présidentielle du 1er juin 1998. Alors, l'atelier du HCRUN au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour réfléchir sur les réformes à opérer vient de démarrer. À l'heure même, on est ici. Les gens ont démarré donc cet atelier à l'hôtel Radisson Blu. Alors, comment appréciez-vous l'initiative à votre niveau? Non, je crois que pour un citoyen togolais qui est pris du développement et de l'amélioration des conditions surtout ou bien de l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays, on ne peut qu'accueillir donc cet atelier avec beaucoup d'espoir et aussi de satisfaction parce que vous savez, il faut toujours se parler. Les Togolais ont besoin de parler et on n'a jamais cessé donc d'échanger avec ses frères, ses concitoyens lorsqu'il y a un problème. Donc je crois que la démarche, elle est à saluer, même si au-delà donc des satisfecits ou du moins de la joie que nous exprimons, il faut en même temps émettre des réserves. Au moins, une chose, au moins, c'est que il y a eu la démarche, ce que les uns et les autres attendaient depuis, parce que je me rappelle encore d'une des manifestations de rue et du principal parti de l'opposition, je vais parler de l'ANC, qui a réclamé un dialogue avec le régime en place, qui a réclamé les discussions donc avec le pouvoir de l'OME2. Et je crois que même si ce ne sont pas des discussions directes avec les tenants du pouvoir, je crois qu'au moins ce sont des discussions qui sont transversales et dont les résultats vont être versés sur la table, ou même déposés sur la table donc, du gouvernement. Mais Maxime Doubeni, ouf, enfin les réformes vont être opérées. Oh, c'est vous qui le dites. Bon, je l'espère bien, mais permettez-moi de douter de cela parce que, vous savez, on est dans un atelier. On a connu d'autres cadres plus représentatifs qu'un atelier. Là, un atelier, c'est quoi? On organise, on invite les gens, on vient se parler et puis on s'en va. Ça n'a pas de valeur de représentativité ou de valeur légale, un atelier. Et ne pas oublier que nous avons connu d'autres cadres, nous avons connu plusieurs dialogues, nous avons même connu des accords qui devraient précéder la mise en œuvre des réformes, mais jusqu'à ce jour, on court derrière les réformes, on ne les a pas. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait un miracle après l'atelier du HCRUN. Bon, comme je vous le dis, des gens ont pris des engagements fermes, avec signature, tout ça, ils n'ont pas respecté. Ce n'est pas un atelier auquel sont invitées quelques personnes qui va peser dans la chose, loin de là. Bon, maintenant, peut-être que ça va permettre à certains de se parler une fois encore, mais bon, est-ce que c'est ce qu'on veut? Ça fait plus de 10 ans, je ne sais pas, mais plus de 10 ans, ou 15 ans même, on court derrière les réformes. Tout le monde sait ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les appliquer? Vous savez, je ne sais pas si c'est François Mitterrand ou Jacques Chirac qui disait que pour tuer une affaire, il faut l'envoyer en commission. J'ai l'impression que c'est ce que certains sont en train d'adopter. On multiplie les cadres de discussion, de dialogue, tout en sachant que c'est pour tuer le temps et que, bon, voilà, au bout du fil, ils feront rien du tout. Mais le HCRUN est très clair. À l'issue de l'atelier, il y aura donc
les propositions qui seront formulées, qui seront soumises donc à la commission chargée des réformes. Et après, ça va se transformer en un projet de loi qui ira à l'Assemblée. Donc, oui, ça tu étais comme ça. Il y a eu des dialogues. Il y a eu plein de dialogues, mais il y a eu la pancarte de Lomé. Mais sûrement c'est le dernier. Je vous rappelle que le dernier fait relatif aux réformes, c'était un projet de loi qui a été introduit par le gouvernement. Un projet de loi qui a été introduit. Ça fait 2 ans. Oui, un projet de loi qui a été introduit par le gouvernement, composé majoritairement du parti qui est majoritaire à l'Assemblée. Il y a eu un point d'achoppement. Sur la question de rétroactivité ou non. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que entre 2014 et 2016, des choses ont changé? Est-ce que vous avez l'impression qu'en 2014... Vous avez nécessité d'aller à cet atelier pour donc essayer de voir... vous êtes sans savoir que, justement, l'atelier a été boudé même par beaucoup de partis politiques. Et donc, bon voilà, l'atelier vaut ce qu'il vaut. Mais à mon avis, il ne faut pas espérer un miracle après ces ateliers. Alors, on doit s'en réjouir de l'atelier ou bien on doit être circonspect comme les Maxime Domini? Non, vous savez, et le pape Paul VI disait que le nouveau nom du développement, de la paix, c'est le développement. Quand il y a le développement, vous avez plus ou moins de la paix. Et pour parvenir à cette paix-là, il faut un certain nombre de conditions. Donc, dans un pays, et l'une des conditions, c'est d'abord la confiance et l'apaisement du climat sociopolitique. Et il faut que c'est à nous que revient la responsabilité en tant que fils de ce pays de construire cette paix qui peut nous amener vers le développement tant entendu. Et il faut discuter. Le Togo, il est vrai que le Togo a des problèmes. Vous savez, le Ashkroun, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai dit donc dans mes propos au départ que j'avais des réserves certes, mais il faut donner ou bien il faut accorder donc le bénéfice du doute à cette commission, mais tout en situant les responsabilités dans les échecs des différents cadres ou dialogues qui ont eu lieu. Parce que vous savez, si il faut peut-être voir du côté du pouvoir en place, c'est que le pouvoir doit faire un effort pour redonner sa lettre de noblesse au mot confiance. Parce que je crois, et en attendant mon confrère, je vois que la confiance a abandonné le cœur des Togolais. On n'arrive plus à faire confiance à son frère togolais, à son alter ego. Donc pourquoi cela? Donc je crois que c'est par rapport à l'expérience que les gens ont eu à connaître ou à vivre dans notre pays. Quand on cite les différents cadres que nous avons eu à connaître depuis l'accord cadre de Lomé jusqu'à l'APG, en passant par d'autres accords comme le CPDC, on a senti que le gouvernement a manqué beaucoup de courage politique ou de bonne foi pour pouvoir les mettre en place. Si bien que ceux-là qui ont eu le courage d'aller à ces rencontres et aujourd'hui regrettent un peu parce qu'on se dit non, il n'y a pas eu de bonne foi en face. Mais il faut pas oublier aussi que l'opposition, une partie de l'opposition en est pour quelque chose dans cette affaire. Si je prends seulement l'APG, les conditions dans lesquelles l'APG s'est déroulée, les parties prenantes avec les recommandations comme quoi c'est le gouvernement donc et les gens ont boycotté. Au-delà de ça, la CVGR qui devrait travailler, on a jeté la CVGR des cailloux, des pierres. Mais il y a eu des recommandations de la CVGR. Oui, donc c'est ça. Mais vous savez, on a besoin de tous. On a besoin de tous les fils. Tous les fils de ce pays pour construire la nation. Donc lorsque certains sont dans une attitude de radicalisme infructueux, lorsque certains sont là à ne rejeter que toute chose, mais vous voilà, maintenant le gouvernement dit quoi? Non, mais le CPDC par exemple, 1, 2, 3, je ne sais plus, mais le CPDC a produit des recommandations qui sont fort intéressantes. Mais le gouvernement dit bon, et il y avait des gens qui n'étaient pas là, donc on ne peut pas les appliquer. Oui, j'aimerais faire un petit commentaire. D'abord, parler de radicalisme. Vous savez, au Togo... Infructueux, j'ai dit. Oui, radicalisme infructueux, si vous voulez. Vous savez, au Togo, on fait vite d'utiliser ce terme radical. Je ne sais pas si les gens savent ce qu'on appelle radicalisme. Parce que ailleurs, quand on parle d'extrémisme, par exemple, en Europe, vous savez, quand on parle d'extrémisme de droite, des extrêmes droites, vous savez, en France. Pas seulement en France, aujourd'hui c'est un courant qui gagne toute l'Europe. On sait jusqu'à quel niveau ils vont dans leurs réflexions et dans leurs déclarations. Je ne suis pas sûr que nous en sommes là encore au Togo.
Mais je vais revenir un peu sur le contexte qui a prévalu au moment de la signature de l'APG en 2006. Faure est venu au pouvoir en marchant sur combien? Au moins 500 personnes. Et les politiques, parce qu'il avait besoin de légitimité pour gouverner le Togo, les politiques, toutes les partis, toutes les forces de l'opposition, en tout cas presque toutes, en tout cas les forces les plus représentatives, lui ont donné lui ont concédé une légitimité à travers l'APG. Et il fallait que le gouvernement et le pouvoir et le gouvernement puissent mettre en place l'APG. Bon, certains n'ont pas participé au gouvernement, mais ça n'a pas empêché d'autres qui étaient là, ça ne devrait pas les empêcher de mettre en œuvre cette APG. Bon, c'est vrai, on dit, bon, on a besoin de tous les fils pour reconstruire le pays. Oui, mais ceux qui ont le pouvoir, la responsabilité, ceux qui ont les prérogatives, ils étaient là, ils avaient la capacité de mettre en œuvre cet accord. Et puis plusieurs fois, ils ont pris des... Là, on a parlé d'un consensus. Il fallait un consensus autour de l'application. Est-ce qu'on a pris une initiative et les autres sont opposés? Mais il y a eu le CPDC, les gens sont opposés au CPDC. Il y a eu le CPDC. Attendez, il y a eu l'APG qui a fait un certain nombre de recommandations. Voilà. Est-ce que le gouvernement, issu de l'APG, a pris des initiatives allant directement dans la mise en œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes et que les autres sont opposés? Tout ça, les dialogues, tout ça, moi, comme je l'avais dit, j'ai l'impression que c'est une façon de gagner du temps. De faire du dilatoire. De gagner du temps. Faut pas que, bon, voilà, on dise que non, certains sont radicaux, bien certains sont radicaux, ils sont pas venus, voilà pourquoi nous ne le faisons pas. Tant que vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez le faire. Par exemple, il y a 2 ans, le pouvoir, les députés à l'Assemblée, les députés du pouvoir à l'Assemblée, et les autres, ils avaient le quorum nécessaire pour voter la loi. Pourquoi ils n'ont pas fait? Mais on sait ce qui s'est passé aussi, ça, je le disais tout à l'heure. Mais il y avait un problème autour de la rétroactivité ou non de la loi. C'était la Libye, à mon avis. Non, okay, on va seulement un seul mot là-dessus. Vous savez, la sagesse africaine, il y a une sagesse africaine qui dit qu'on ne brûle pas la case du menteur, on la décoiffe. Il faut amener les gens et donc dos au mur, à être dos au mur pour prouver leur mauvaise foi. Combien de fois en 2006? Oui, mais c'est moi qui avait la parole. Lorsqu'on leur permet d'avoir des arguments, puisqu'on peut participer à des dialogues et dire non, et puis prouver avec preuve à l'appui donc à l'opinion nationale que notre position c'est celle-là, et on a voulu. C'était pas le premier dialogue. Et puis vous oubliez que l'APG, le gouvernement avait été un gouvernement de mission, c'est-à-dire organiser les élections de 2007 et dans le calme et l'apaisement, puisque il y avait le traumatisme de 2005 qui était là, et aussi aller vers les réformes tant recommandées. Mais je crois que lorsque l'UFC et l'UFC aujourd'hui, qui est son pendant, l'ANC, puisque c'était l'UFC d'antan avec ses méthodes, donc a claqué la porte pour un poste de Premier ministre. Donc, qui disait que s'il n'avait pas de poste... Mais ça aussi, ne pouvait pas empêcher... C'est pour mettre en avant l'égoïsme. C'est pour mettre en avant les intérêts particuliers que les gens... Admettons que l'UFC soit animé de mauvaise foi, ainsi de suite. Alors, les autres sont dispensés de bonne foi. Le pouvoir, le RPT, est-ce qu'eux sont dispensés de bonne foi? Est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas, au moins une fois, la preuve, ils ont pris des engagements plusieurs fois. C'est pas de le monde qu'on leur demande. On leur demande juste de respecter leurs paroles. Et puis quand on parle de respect de la parole donnée, ce n'est pas seulement sur le plan politique. Dans tous les domaines, vous voyez, on prend des engagements avec même les syndicalistes, tout ça, on ne les respecte pas. Et donc, il faut que pour une fois, le pouvoir fasse preuve de bonne foi. Et parce que, tout à l'heure, il a parlé de confiance. La confiance, ça ne naît pas comme ça ne naît pas ex nihilo. Ça doit découler d'un certain nombre d'actes que quelqu'un a posé. Parce que quelqu'un ne peut pas continuer par vous brimer et refuser de faire preuve de bonne foi, et au même moment vous accuse d'être trop radical. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils ne soient pas dispensés de bonne foi. Ils sont des humains comme nous. Ils sont des humains comme tous les autres. J'ai jamais dit qu'ils sont dispensés de bonne foi. Mais je dis, lorsqu'on n'est pas plus fort, je ne refuse pas. Lorsqu'on n'est pas plus fort, on est blissage. Non, mais on est dans un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. Le Togo est devenu jeune. Je ne dis pas, vous ne comprenez pas. La politique, c'est un rapport de force. Lorsque vous êtes en politique, le rapport de force n'est pas en votre faveur. Alors faites preuve de sagesse.
En 2006, c'était quoi? C'était faire preuve de sagesse. Voilà, nous ne sommes pas dans une jungle et donc il ne faut pas que nous parle pas de jeudi dernier, Mme Mawarana a fait une sortie, la présidente du HCR a fait une sortie, donc on sait que depuis plusieurs années, elle est critiquée pour le rôle qu'elle aura joué lors de la présidentielle du 1er juin 1998. Et en marge d'une conférence de presse, elle a donné sa version des faits. Je la cite. En 1998, je n'ai pas vu les résultats de l'élection présidentielle. Je dirigeais la CEN qui ne jouait que le rôle de superviseur. L'élection présidentielle a été organisée par le ministère de l'Intérieur. Sur les 33 circonscriptions, nous n'avons reçu que 4 résultats. Le grand délaissage nous a empêchés de compiler les résultats jusqu'à la fin du délai requis. La CEN était composée de 9 membres, dont 4 du RPT et 4 de l'opposition. Les 4 membres du RPT ont dû démissionner et curieusement, 2 membres de l'opposition ont pour des raisons diverses jeté l'éponge. Devant cette situation et en tant que juge, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai en aucun moment servi de béquille pour le pouvoir. Fin de citation. Quelle réaction suscite en vous cette sortie de Mme Aouana? Oui, bon, pour une fois, elle a rompu le silence, elle a parlé, sauf que je constate que même sa version est contestée aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, vous avez présenté la une du journal Liberté, il y a un membre de la CEN qui a contesté sa version en disant qu'elle a menti. Moi, je ne lui jette pas la pierre, mais je constate que on a du mal au Togo à servir des versions contestables. Vous savez, la CVJR aurait pu permettre d'avoir la vérité, parce que le nom même ça portait ça, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. La CVG aurait pu permettre de savoir la vérité sur un certain nombre de faits, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous vous rappelez ces sorties, mais ces descentes intempestives de l'armée, par exemple, qui réfutaient pratiquement tout ce qu'on lui reprochait. Et donc, finalement, il y a eu un recensement de plaintes, mais on n'a jamais trouvé de coupable. Et donc, dans cette affaire de 98, je constate également que celle que, peut-être à tort ou à raison, des gens prenaient pour la coupable, elle s'est dit que, bon, c'est pas elle, elle a fini par dire que c'est pas elle le coupable. Je vais revenir sur un certain nombre de détails qu'elle a donnés. Elle a dit, par exemple, que, bon, les 4 personnes du RPT avaient démissionné. Voilà. Un petit commentaire pour dire que le RPT a toujours fait preuve de mauvaise foi. Le RPT est devenu aujourd'hui unir. En 98, s'ils ont démissionné, c'est parce qu'ils étaient sûrs que le RPT avait été battu. Officiellement, ils ont dit que c'est sûr qu'ils subissaient des pressions de la part de l'opposition. C'est ce qu'ils ont dit officiellement. Vous pensez qu'en 98, l'opposition avait un moyen de pression pouvant intimider les représentants du pouvoir à la CEN? Je ne crois pas. C'était de la mauvaise foi. C'était juste pour créer justement cette situation-là et pour empêcher que les résultats issus des urnes soient dits. Et donc, la mauvaise foi du pouvoir, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour le dire. Maintenant, après, les autres de l'opposition, ils étaient 4, plus Aouana, ça faisait 5. Donc, ils avaient le quorum. Oui. Donc, ils avaient le quorum pour poursuivre les activités. Aouana, elle dit que il y a 2 personnes parmi les représentants de l'opposition qui se sont désistés. De l'autre côté, les autres qui ont participé, les représentants, certains membres certains représentants de l'opposition au sein de la CEN de l'époque, ils disent, après la version d'Aouana, bien sûr, que non, que ce n'est pas le cas, et qu'en principe, avec Aouana, ils auraient pu continuer les activités, et que c'est la démission d'Aouana qui est venue plutôt les enfoncer dans le gouvernement. Donc, je constate que c'est difficile de rétablir la vérité dans notre pays. C'est vraiment déplorable. Maintenant, il va falloir que, moi, je ne sais pas comment on va le faire, mais il va falloir qu'on trouve un mécanisme pour pouvoir faire éclater la vérité sur certains faits, parce que c'est quand même des faits importants dans le parcours de notre lutte démocratique. On ne peut pas avoir plusieurs versions autant divergentes sur un même truc. Peut-être qu'il va falloir organiser un débat entre les acteurs pour que chacun puisse donner sa version. La vérité est quand même fait. Oui, parce que on ne peut pas continuer comme ça à évoluer sur des versions vraiment opposées, divergentes, sur des faits qui se sont déroulés il n'y a pas 50 ans. Ça fait 18 ans. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, de façon générale, il y a des faits précis dans notre histoire récente, qui sont tronqués. On a du mal à se positionner par rapport à la vérité, parce que tel vient dire que c'est ce qui s'est passé, tel vient dire que c'est ce qui s'est passé, et on a du mal à voir la vérité. Voyez, non? Alors, c'est déplorable. Olivier, alors, cette sortie de Mme Aouana Daboya a peut-être duquel a un peu dissipé l'ombre qui faisait danser ce pan de l'histoire de notre pays.
Non, je crois que c'est l'une des dames les plus courageuses pour moi au Togo. Je sais que je vais faire des mécontents, mais parce que je dis toujours, lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non. Et lorsqu'elle n'a pas été d'accord, elle a démissionné. Et c'est l'une des rares fois au Togo, on a quelqu'un à un poste aussi élevé qui démissionne. Mais cette démission est préjudiciable. Non, préjudiciable, j'en viens. Je crois qu'on attendait sa version des faits. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Parce que, vous savez, l'opposition était représentée à cette CEN. Et le pouvoir et Awa Nana qui était une magistrate de haut rang. Et est-ce que les membres de l'opposition, depuis, ont donné leur version des faits, et ils ont attendu d'abord qu'Awa Nana sorte de 18 ans après pour donner. Nous tous, nous savons que Awa Nana a démissionné. Mais, est-ce qu'on avait la version qu'on a aujourd'hui après la réaction de la dame? Je ne crois pas. Alors là, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un problème. On peut reprocher à Nana le temps qu'elle a pris, mais on peut aussi reprocher à ceux qui avaient intérêt à parler d'avoir gardé le silence jusqu'à maintenant. Parce que c'était dans leur intérêt de situer la vérité. Et ils ne vont pas attendre d'abord. À l'époque, c'était exprimé quand Mme Awa Nana a démissionné, les autres de l'opposition s'étaient exprimés sur les radios internationales. Et puis ils ont continué à parler. C'est pour répondre, peut-être pour situer l'opinion par rapport à la question que mon confrère soulève par rapport aux faits historiques qui ont eu lieu dans notre pays et comment ils sont tronqués. S'ils avaient, ces membres avaient fait leur part aujourd'hui, on saurait ce qu'ils ont dit et on l'aurait mesuré avec ce qu'Awa Nana dit. Mais ceci étant dit, j'aimerais quand même qu'on arrête les débats de personnes. Parce qu'on nous a trop gavé des débats de personnes dans notre pays. Parce que Monseigneur Bariga à la CVGR, on dit que c'est parce qu'il est corrompu, il est proche du pouvoir, donc c'est lui la personne qui cause problème, non pas la mission qu'on lui a confiée. Parce qu'Awa Nana est là-bas, donc c'est elle la personne et non pas la mission. On ne voit pas la mission, mais on voit la personne mais tout le monde a un passé. Et nos amis de l'opposition et ceux qui sont du pouvoir ont un passé. Et ce passé-là n'est pas à 100% reluisant. On peut faire sortir des choses par rapport à des gens. Et pour les bloquer ou bien pour bloquer leur initiative, mais c'est les idées qui comptent. Ce que Anna est en train de faire comme mission, ou bien comme mission, est-ce que ça peut aider le pays à avancer si tous les camps sont de bonne foi? Parce qu'il faut le relever. Si tous les camps sont de bonne foi, pas seulement le pouvoir, mais aussi l'opposition, mais pas seulement l'opposition, mais aussi le pouvoir. Parce que ces deux camps doivent être de bonne foi et doivent vouloir conduire la mission. Donc c'est très important. On doit dire un mot rapidement sur un mot pour dire. Oui, juste pour dire que le passé des gens compte. Vous savez, en Europe ou bien en Allemagne, par exemple, on ne peut pas prendre un ancien nazi et le confier une certaine responsabilité politique aujourd'hui. Mais c'est un exemple extrême. Non, c'est pour dire que ça, j'ai donné un exemple extrême, mais c'est pour dire que tout ce que tu as fait, il faut que tu sois capable de pouvoir en répondre un jour. Donc tu ne peux pas te contenter de poser des actes et un jour dire non, ça je l'ai fait, donc il ne faut pas qu'on me le rappelle. Si tu poses un acte, il faut être responsable et l'assumer. Et donc si à cause de ça on doit t'écarter ou bien on doit douter de toi, alors les autres ils ont le droit de douter de toi. Alors, faut dire que et je ne dis pas que c'est le cas d'Awa Nana. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle de nouveau avec des critiques acerbes. Certains observateurs pensent que Mme Awa Nana aurait dû se taire à jamais parce que là on dirait qu'elle a versé de l'huile sur le feu. On y reviendra peut-être dans les jours à venir. Alors on va dire un mot sur la statue érigée ce week-end à Kara, statue en l'honneur du père de la nation, feu général Gnassingbé et Adema. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette statue et la place et Adema inaugurée à Kara? Oui, vous savez, il y a au Togo l'aéroport Gnassingbé et Adema, il y a le camp Gnassingbé et Adema, il y a le boulevard Gnassingbé et Adema, il y a une fondation Gnassingbé et Adema, il y a un musée Gnassingbé et Adema, il y avait une statue à la place Sarakawa, toujours à Kara, et puis une deuxième statue maintenant au Palais des Congrès. Et bon, je viens de vous citer voilà quelques monuments ou places qui portent son nom. Est-ce que vous en connaissez plusieurs qui portent les noms des anciens présidents au Togo? Est-ce que vous connaissez une seule statue de Sylvanus Olympio, d'Adio Kleber, des autres, voilà, des autres qui ont assumé des hautes responsabilités. Ici à Lomé, si mes souvenirs sont bons, voilà, ma mémoire est bonne, la seule statue que nous avons, c'est celle de Senghor, non? Ouais. Oui, voilà, un étranger, un président. Voilà, un président étranger. Alors, qu'est-ce qu'on nous sert alors? Combien de statues pour Adema seul dans la ville de Kara?
Vous vous rappelez qu'il y avait une de ces statues à Lomé ici, mais que les gens ont renversé pour un certain nombre de raisons. Non, c'est pas Lomé qui ont renversé. À Lomé, ça a été déblonné. Oui, ça a été déblonné. Bon, oui. À Lomé, ça a été, la population l'a saccagé. Oui, à Lomé. Celle de Lomé a été déblonnée. Et puis après, on sait dans quelles conditions ça a été fait. Il y a même eu des drames autour de ça. Et bon, ça a été déblonné, il paraît que ça a été ramené, à Kara. Bon, on continue. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas continuer par ériger comme ça des statues pour la même personne. Pas seulement des statues, genre, on se poudre tout le pays de son nom. Ça ne fait pas bien. Genre, c'est comme si on est en train de nord-coréaniser, excusez-moi, c'est le néologisme. C'est ça. Oui, excusez-moi le néologisme, mais on est en train de nord-coréaniser le Togo. Ouais, non, bientôt on va nous dire que tous nos enfants vont porter le nom Gnassingbé Eyadema ou bien je sais pas quoi. Combien de monuments, combien de statues, combien de lieux portent le nom de... Il a fallu attendre récemment pour que... Il a dirigé le Togo pendant 38 ans. Oui, et puis après, dans quelles conditions En France, déjà, qu'est-ce que aujourd'hui, en France par exemple, il y a des gens qui ont dirigé la France aussi. Mais est-ce que par exemple en France, vous avez un peu partout les noms de ces gens-là, sur tous les monuments, sur toutes les places publiques, ainsi de suite? Ce n'est pas bien. Et puis, ça répond à quelle priorité aujourd'hui? À Kara. Ça répond à quelle priorité d'ériger une statue à Kara? Est-ce que c'est la meilleure des choses? Est-ce que c'est ce qu'on peut offrir le mieux à la population de Kara? Que voilà cette statue, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? La population l'a accueilli parce qu'il y a eu une grande fête après, les gens sont quelle population? S'il y a de la boisson autour, oui, les gens vont boire, les gens vont se saouler, les gens vont manger, ils vont danser, ainsi de suite. Il y a de la viande, de la boisson, les gens vont boire et manger, danser. Mais ça dépend à quelle priorité. En quoi est-ce que cette statue apporte quelque chose à mon frère de je sais pas quoi, de Kara ville ou bien de Tom Dead, de je sais pas quoi. En quoi est-ce que cette statue apporte quelque chose dans son quotidien? Alors, Olivier, un mot là-dessus? Je constate qu'il a plus de temps que moi. Oh non, non, c'est un constat. Sur le sujet. Tu n'as pas encore parlé. C'est pour l'amener à me laisser plus de temps. Donc, non, je crois que sur cette question, vous savez, les appréciations ne peuvent être que subjectives, en fait. Parce que chacun a son ressentiment. Si Eyadema a fait de bonnes choses à des gens par le passé, forcément, ils vont vouloir donc garder une bonne mémoire de cette personne-là. Et d'autres qui n'ont pas gardé de bons souvenirs de cette personne auront à critiquer sa mémoire. Ça, c'est normal. Donc, je vois que l'appréciation, elle ne peut qu'être que subjective. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des gens qui se reconnaissent en lui, qui reconnaissent ou bien donc revendiquent son héritage. Et on ne peut pas interdire à ces gens-là d'ériger une statue en sa mémoire. C'est pas la première. De se rappeler de ce grand homme. Quoi qu'on en dise, vous l'avez rappelé, il a fait 38 ans. Il a marqué l'histoire de notre pays, que ce soit en bien ou en mal. Et dans les grands pays, quand on prend les États-Unis, il y a des monuments, des grandes personnalités qui ont marqué la vie des États-Unis. Et en France et partout ailleurs, vous avez parlé de Senghor. Même au Togo, on se rappelle encore de lui. Donc, ériger une statue d'Eyadema à Kara ou ailleurs, en réalité, moi, ce n'est pas ma priorité. Peut-être que je ne serai pas... D'autres diront que l'argent aurait servi à autre chose. Hein. Par exemple, à construire l'université de Kara. Mais il faut savoir encore... Il faut savoir encore d'où vient l'argent, parce que ça peut venir d'un privé. C'est une place publique. Je ne refuse pas, mais ça peut venir d'un privé. Donc, je ne défends pas le fait d'avoir érigé une statue pour Eyadema, parce que ça ne me fait ni chaud ni froid à moi. Mais les priorités du pays se trouvent bien ailleurs. Qu'on érige une statue à Kara, si c'est pour l'un de ses fils ou de ses admirateurs qui a voulu faire ça, et qu'on lui donne une place comme sur l'esplanade du palais des congrès de Kara, bon vent. Après, nous on s'occupe de ce qui nous regarde, et ce qui nous regarde, c'est l'avancement du pays. Okay. Donc ça, ce n'est pas encore, je ne vois pas derrière ça une polémique, et c'est une polémique selon moi qui serait plus merci. Nous allons marquer la pause. On avait un autre sujet qui devait être abordé, mais faute de temps, on va l'aborder mercredi prochain. C'est le sujet de la conférence nationale. 25 ans après, on en parlera mercredi avec d'autres invités, pas vous. Oui, juste. Il n'aime pas derrière la pause, notre invité là, professeur Kamioulou du PSR.
Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Avec notre invité, nous l'avons ce matin chez nous sur Toc Toc, dans l'émission Toc Toc, professeur Kwame Iwolu, il est le premier secrétaire du Parti Socialiste pour le Renouveau PSR. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis surpris de vous avoir ici sur le plateau parce qu'en ce moment, vous devez être à l'hôtel Radisson Blu où s'est ouvert il y a quelques instants l'atelier du H-Coin. Mais vous êtes là ici, que cherchez-vous ici au lieu d'être à l'atelier du H-Coin? Je crois que votre surprise n'est qu'apparente. Parce que si vous étiez convaincu que je devais être de l'autre côté, on n'aurait pas pris rendez-vous ici. Donc, disons que nous n'avons pas jugé nécessaire d'y être et nous avons donné les raisons pour lesquelles il n'était pas nécessaire de le faire. Oui. Et quelles sont ces raisons? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, ceux qui nous suivent, que ce soit sur LCF, City FM ou sur notre site www.lcf.com, veulent savoir pourquoi le PCR ne participe pas à l'atelier du H-Coin qui est censé réfléchir sur les réformes à opérer pour que le Togo avance. Notre conviction, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions et il y a des indications sérieuses sur les réformes à réaliser. Et lorsque vous voyez le sens de ces réflexions qui ont déjà eu lieu dans ce pays, et vous suivez les déclarations peut-être récentes également du chef de l'État, et ceux-là aussi qui estiment que les réformes ont été déjà faites, on a l'impression que, vous l'avez dit, plusieurs ont eu à le dire ici, la mauvaise foi ou la bonne foi nécessaire pour la sérénité donc, de la procédure n'existe pas. Et dans ces conditions, nous ne voudrions pas qu'on assiste à un atelier, une multiplication des ateliers pour rien. On a l'impression que ces réflexions continueront toujours tant qu'on n'aurait pas abouti à une solution qui soit celle du chef de l'État. Et que c'est lui et par lui que tout doit passer. Et nous ne sommes pas d'accord sur cette façon de faire. Et nous avons dit qu'il y a un autre cadre, ou plutôt, si vous voulez, des cadres, des documents qui avaient déjà été élaborés. Et on n'a pas besoin forcément de se retrouver là. Et l'institution a d'autres priorités aussi. Et nous l'avons dit dans notre lettre, si on nous sollicite dans le cadre de ces priorités qui s'inscrivent aussi dans le cadre de la réconciliation, le moment venu, nous interviendrons. Mais le H-Coin dit que la remarque de l'atelier va permettre à tout le monde de comprendre exactement ce que c'est que réforme et que chacun s'engage pour. C'était une belle occasion pour vous aussi. Une belle occasion. Nous avons déjà compris ce que c'est la réforme. Nous n'avons pas de doute sur ça. Mais ce n'est pas la même compréhension pour tout le monde. C'est ça. Oui, ceux qui ne veulent pas comprendre ne veulent pas comprendre. On ne peut pas réveiller celui qui ne dort pas. On ne peut pas réveiller celui qui ne dort pas. Et j'ai eu à vous le dire, sur ces orientations, nous savons ce qui, dans notre pays, relativement aux réformes, bloque. Tant qu'on n'aurait pas dit qu'il n'y a pas limitation de mandat, tant qu'on n'aura pas dit qu'il y aura toujours un tour des élections, et nous avons l'impression que ce sont des éléments qui constituent un blocage pour certains et qui ne veulent pas avancer dans le sens de l'histoire. Mais ce qui va se passer à l'atelier du H-Coin est plus large. Ça va par exemple aboutir aux réformes dans une globalité. Il s'agira d'aller au-delà de la limitation du mandat et des élections à deux tours. Mais c'est plus intéressant ou bien, professeur? Je crois que sur d'autres éléments et sur l'ensemble de ces éléments, il y a eu d'autres cadres qui ont été mis en place pour ces réflexions. Et nous pensons que ce n'est pas la mission fondamentale du H-Coin de dire aujourd'hui, si vous voulez, quels sont les sens des réformes. Vous proposez quoi au niveau du PSR? Quel est ce cadre vous proposez? Que proposez-vous pour que les réformes soient matérialisées à votre niveau? Regardez, il y a des initiatives qui ont été faites déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu le chef de l'État, vous avez vu la mouvance présidentielle même qui a introduit des réformes dans le temps. Et on ne peut pas dire que ça a échoué. Ça a échoué pour quelle raison? C'est la raison qu'il faut chercher. Mais là, on l'a évoqué avec vous verrez ici, on l'a dit que c'est sur le point d'achoppement, c'est le fait que certains parlent de rétroactivité de la loi, d'autres parlent de non-rétroactivité de la loi. Vous êtes professeur de droit. Mais vous savez que c'est un faux problème.
Vous savez que c'est un faux problème. La question de la rétroactivité ne se posera pas au moment de l'élaboration de la loi. Dites-nous davantage. Oui, je voudrais dire simplement, si on veut limiter les mandats, on limite le mandat. Et dans ces conditions, à partir de quand ça s'appliquera? Est-ce que le projet que le régime avait introduit à l'époque, ils ont mis une disposition spécifique transitoire? Ils ne l'avaient pas fait. Et maintenant, si tel est le cas, si la loi venait à être votée et que le président de la République décidait de faire acte de candidature, il le ferait. Et ceux qui veulent contester vont contester. L'organe habilité à trancher va trancher. Et ce n'est pas dans le cadre d'une loi qu'il faudrait dire, ou bien qu'il faudrait dire si la loi est rétroactive ou n'est pas rétroactive. On peut le dire clairement. Mais si on ne le dit pas, les institutions chargées de trancher ces questions existent. Voilà. On ne peut pas se focaliser sur ça pour dire que c'est pour cette raison que les réformes ont échoué. Les réformes ont échoué parce que certains n'ont pas voulu que ces réformes avancent, c'est tout. Et regardez, on a pu, d'une manière ou d'une autre, essayer d'imputer cette responsabilité à l'opposition. Et les faits ont montré par la suite que c'était un faux problème. Regardez l'attitude du chef de l'État sur le plan international. Je voudrais parler dans le cadre de la CEDEAO. Regardez les déclarations récentes qui ont été faites également lors de son voyage en Allemagne. Et pourtant, ce sont des éléments qui figuraient même dans le projet qu'ils avaient introduit. Et dans ces conditions, il apparaît clairement que c'est lui qui est l'obstacle. Et quand il n'aura pas donné son feu vert, ses partisans ne bougeront pas. Voilà. Professeur, comment comptez-vous, tout à l'heure vous avez évoqué un certain nombre de blocages, de points de blocage, comment comptez-vous faire évoluer le pouvoir au Fort Nassingbe sur ces points de blocage? Sur ces questions, vous savez, nous n'avons aucun moyen personnellement pour faire pression sur lui. Et nous pensons qu'il appartient donc au peuple de se manifester. Et c'est le sens très souvent des actions que nous faisons. Mais s'il ne le fait pas, malheureusement, on arrivera à un moment donné où personne ne maîtrisera l'évolution de la situation. Et c'est ce qu'ensemble nous devons éviter et chercher à faire des réformes et avec bonne foi. Malheureusement, nous n'observons pas ça pour l'instant. Et quand nous n'avons pas cette majorité requise, et nous pensons que on peut bloquer le peuple pendant un temps, mais on ne bloque pas le peuple pour toujours. Il s'agit par exemple que la proposition de loi qui a été introduite était une attitude désespérée. Dans tous les cas, ce n'est pas la première tentative ou initiative qui avait été faite. Nous le faisons et si vous constatez nos démarches et les positions que nous prenons très souvent, et nous en appelons à la responsabilité du chef de l'État, estimant qu'il pourra lui-même revenir à de meilleurs sentiments pour qu'il s'engage dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il rame à contre-courant de l'histoire. Et si tel est le cas, l'histoire l'emportera. C'est une question de temps. On ne le souhaite pas, mais c'est ce qui va arriver. Voilà. Oui, merci professeur. Et moi j'ai une préoccupation parce que vous savez depuis 1990 ça avait cette question de démocratie et du vent de l'Est. Et ça fait 25 ans que l'opposition mène une lutte. Et à la fin, j'ai l'impression que l'opposition d'abord a perdu ou bien n'a plus l'équilibre des forces, si je peux m'exprimer ainsi, mais aussi ce conflit plus au destin, la providence le fera. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est dos au mur et ne peut plus avancer qu'en comptant sur la providence? Vous savez, moi je ne situe pas cette lutte comme étant une lutte de l'opposition. Je ne le dis pas en tant qu'homme politique, je le dis avec sincérité. Je crois qu'il s'agit tout simplement d'une lutte citoyenne. Si nous ne comprenons pas ça comme ça, ça pose problème. C'est une lutte citoyenne. C'est que nous sommes en train de lutter pour définir un cadre qui permette, si vous voulez, une vie en commun, paisible, une vie en commun, prospère, une vie en commun qui garantisse une stabilité dans le long terme pour nous-mêmes et pour nos enfants. Il faut inscrire la lutte dans ce sens. Et c'est justement pour cette raison que nous ne comprenons pas qu'une minorité, je dis minorité, infime minorité, puisse s'appuyer sur des leviers de l'État pour bloquer le sens de l'histoire. Cette volonté, ce changement voulu par tous les Togolais. Et aujourd'hui, vous ne me direz pas le contraire sur ces propositions qui ont été faites, sur les études, même la CVJR, par rapport à ces recommandations. Ce sont des éléments qui aujourd'hui ne sont pas
contestés et ne sont pas contestables, si ce n'est que parce qu'on veut servir l'intérêt d'une personne. Et pour nous, c'est suffisamment dommage. Je ne considère pas, je le dis très souvent, que ce n'est pas une lutte de l'opposition, c'est une lutte citoyenne. C'est en cela que je comprends que la société civile puisse aussi se joindre à cela. Et j'aurais souhaité que sur ces questions, que le clivage ne soit plus le clivage RPT, unir, opposition, et que je puisse voir des gens également du régime qui puissent en toute responsabilité dire ouvertement, ça suffit. Mais malheureusement, dans notre pays, on ne l'a pas et on espère que le jour où nous l'aurons, les choses vont commencer à bouger. Oui, professeur, il y a certains, notamment un membre de la CBJR, je parlais de Mme Claudine Akapo, qui ce matin faisait une déclaration que en fait les réformes, si les réformes n'ont pas été faites jusqu'ici, c'est peut-être parce que la majorité des Togolais n'ont pas compris encore le fond des réformes, qu'il va falloir que leur projet, leur initiative, ça va dans le sens d'expliquer davantage le fond des réformes aux gens. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, elle a fait un mauvais diagnostic, bien évidemment. Ce n'est pas parce que la majorité des Togolais n'a pas pu comprendre. Ou s'il voudrait dire que les Togolais auraient pu peut-être davantage faire pression en sortant, en prenant leurs responsabilités, si c'est le sens de ses propos, peut-être je suis d'accord avec lui. Mais parce que ce n'est pas le peuple qui bloque les réformes. Ceux qui bloquent les réformes, nous les connaissons. Ceux qui bloquent les réformes, je crois que pour nous, c'est une évidence. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le sens de l'évolution, le sens de l'histoire. Alors, professeur, certains observateurs pensent que l'opposition togolaise ne tire pas leçon du passé. C'est le refus, c'est selon ce que les observateurs disent, oui. C'est le refus de l'opposition, de l'UFC dans le CAR, la CDPA, de reconnaître les conclusions du CPDC renouvelé qui sont restées donc jusqu'à présent dans les tiroirs, affirment donc ces observateurs. Parce que l'opposition a refusé d'y participer, non seulement d'y participer, mais aussi de reconnaître les conclusions de ces travaux, ce qui a empêché que ces conclusions soient appliquées. Aujourd'hui, vous boycottez les travaux du HCROI. Alors, si le pouvoir dit, ok, voilà, l'opposition n'est pas là, et en fait, l'opposition, la partie qui est le CAP 2015 refuse de venir, ok, voilà les conclusions, bon, on ne va pas les opérer tant qu'ils ne viendront pas, puisqu'on parle de consensus. Voilà. Regardez, un seul fait est pour nous très éloquent. Un projet ou une proposition, oui, un projet qui a été introduit par la majorité elle-même. Vous regardez par rapport à ce qui a été fait. On suppose que tout au moins ce projet est conforme à leurs orientations. L'opposition n'a pas contesté ce projet. Ce sont plutôt les représentants de l'opposition à l'Assemblée nationale. Du pouvoir. Non, les représentants de l'opposition qui ont voté le document, qui était prêt à voter le document introduit par le régime. Est-ce que cela ne suffit pas pour comprendre que ce régime se moque de nous? Que ce régime est en train de faire des manœuvres pour nous tourner en bourri? Il faut le comprendre ainsi. Et quand ils le voudront, et qu'ils seront de bonne foi, on n'aura même pas besoin d'atelier. En quelques minutes, ces questions seront réglées. Oui. Est-ce que ce n'est pas si... Comment pourriez-vous l'expliquer, oui? Que ce soit eux-mêmes qui introduisent ce texte. On suppose que cela n'a pas été fait par l'effet du hasard. On ne se lève pas un matin pour aller introduire un texte. Ils ont étudié le texte et ils ont dit que ce texte peut-être correspond maintenant aux orientations nécessaires. Et ce texte introduit par la majorité a été a été rejeté par cette même majorité. Pour nous, c'est largement suffisant. Voilà. Oui, mais il y a un... Bon, c'est pas... Ouais, ok, je repose une question que j'ai posée tout à l'heure. On a dit, bien, il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'en fait, la question politique au Togo, mais la question des réformes est une question de rapport de force. Et je cite mon confrère tout à l'heure qui a dit, quand on n'est pas plus fort, il faut être au moins plus sage. Voilà, bon, donc on présente la situation comme étant, bon, la force est du côté du pouvoir, et vous manquez un peu de sagesse. En tout cas, vous manquez d'avoir... Oui, d'avoir assez de sagesse pour pouvoir obtenir ce que vous allez. Alors, jusqu'où, mais jusqu'à quand, ou bien comment comptez-vous renverser le rapport de force à votre faveur? Je ne voudrais pas qu'un rapport de force soit renversé en notre faveur.
je voudrais que le rapport de force soit renversé en faveur du peuple. J'insiste sur cet élément. Et c'est vous qui portez aujourd'hui, en fait, ces aspirations. Vous incarnez le peuple? Dans tous les cas, je suis convaincu de l'aspiration du peuple sur ces questions. Okay. Je suis convaincu de l'aspiration du peuple sur ces questions. Et je crois que vous êtes même mieux placé pour le savoir, par rapport aux travaux qui ont été faits, par rapport à cette population que vous côtoyez. Et vous ne me direz pas aujourd'hui que le peuple togolais est favorable à l'absence de limitation de mandat. Et vous ne me direz pas que le peuple togolais est d'accord qu'une personne puisse la diriger éternellement. Et ce sont quand vous vivez dans ce peuple, vous comprenez et vous savez que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bon, maintenant, si on doit faire des réformes qui puissent être profitables à tout le peuple, et qu'il y a une partie qui bloque ces réformes, bien évidemment, tout ce que nous pourrons souhaiter, c'est de continuer ce travail de sensibilisation que nous sommes en train de faire à l'égard de ce peuple. Quand nous disons travail de sensibilisation, c'est que le peuple prenne ses responsabilités et l'exige davantage. Et la sortie ou bien la lettre des évêques va dans ce sens. Et pour nous, c'est quelque chose de déterminant. Parce que les hommes politiques de l'opposition en parlaient, on avait pensé que ce sont des positions partisanes. Et en cela, je dis également que la lutte est une lutte citoyenne. Lorsque les évêques, les hommes de l'Église, prennent une position qui rejoint ce que nous disons, nous avons toujours dit, cela voudrait donc dire que ce ne sont pas des positions partisanes. Nous sommes en train de souhaiter des réformes qui puissent aller, ou un comportement qui puisse aller dans le sens de l'amélioration du contexte de vie, de notre vie en commun. Que devons-nous faire? Et je crois que si le régime le comprend, tant mieux. Si le régime ne le comprend pas, l'heure viendra où ils seront obligés de subir. Oui, bon, un commentaire avant de poser ma question. Non, il faut savoir, en matière de peuple, monsieur le professeur, et vous le savez bien, que ceux-là qui sont aussi de l'autre côté, c'est-à-dire nos frères du gouvernement, du régime en place, ont aussi des gens qui sont membres de notre communauté et qui les soutiennent. Donc, ils font partie de ce peuple. Peut-être que ils ne représentent pas la majorité de ceux-là qui aspirent aux réformes et à ce que vous demandez. Il y a aussi une partie de ce peuple qui est désabusée par cette opposition, par rapport aux grandes occasions ratées, par rapport au comportement de cette opposition. Les gens ont décidé de ne plus se sacrifier, de ne plus donner leur vie. Donc, pour des gens qui, à la fin, mènent des chorales de clochers, vous m'excusez le terme avec tout le respect que je vous dois. Maintenant, la question, je vais faire un parallèle avec la situation au Bénin, où lorsque il y a l'intérêt de toute la communauté, de toute l'opposition, on les voit soudés. Aujourd'hui, il y a Fulbert Atisso qui a fait un appel, le front du refus. Qu'est-ce que le CAP pense? Qu'est-ce que le PSR pense de cela? Et est-ce que ces querelles intestines au sein de l'opposition pourront aider la lutte que vous menez? Voilà. Et une première observation d'abord sur cette question de peuple, etc. Quand nous parlons du peuple, je voudrais simplement revenir sur le document dont j'ai parlé. Ce document qui a été rejeté n'a pas été rédigé par l'opposition. Je suppose que ce sont les partisans même du régime, ceux-là qui, peut-être si nous ne représentons pas le peuple, ceux-là que nous ne représentons pas et qui se reconnaissent en la personne du chef de l'État, ce sont eux qui ont rédigé ce document qui a été rejeté. Cela voudrait dire que même en leur rang, cette volonté de changement est réelle. On ne peut pas occulter ce qui est évident. Nous sommes d'accord. Maintenant, relativement à ce front dont vous parlez, regardez l'histoire de cette opposition quand on parle de cette opposition. Et nous n'avons pas une solution pour amener les gens à se comporter d'une certaine façon. C'est une évidence. Et nous disons que aujourd'hui, les structures, vouloir créer encore une structure, pour nous, ce n'est pas dans notre... ce n'est pas une préoccupation pour nous. S'il y a un texte qui est proposé, je crois que les députés ont proposé ce texte. Ceux qui se reconnaissent dans ce texte peuvent s'unir autour de ce texte. Vous pourriez dire aujourd'hui que vous mettez en place un front. Et lorsque vous mettez en place le front, l'heure viendra où, sur le texte, vous aurez peut-être encore des avis divergents.
et des luttes internes vont encore commencer. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Et on dira toujours, l'opposition est divisée. Maintenant, si nous voulons notre dénominateur commun, ce sont ces réformes. Et nous avons un texte qui a été proposé, 8 ans, pour que ces orientations soient prises en compte. Mais justement, il y avait un texte qui avait été proposé en 2015 qui a été rejeté, et on voit que c'est le même texte qui revient. Alors, on risque pas d'aboutir au même résultat? Les textes avaient été rejetés, non pas parce qu'ils n'étaient pas pertinents, mais parce que ce que nous avions en face sont des otages. Il y avait eu des problèmes à l'époque, parce que l'ANC disait qu'il fallait discuter ça en plénière, d'autres il fallait discuter en commission. Il y avait un petit problème là de procédure, et c'est ça qui a bloqué le projet. Ce n'est pas le contenu du texte en soi qui pose problème. Soyons d'accord, ce n'est pas le contenu du texte qui pose problème. Regardez, je disais que même les députés du régime sont otages du système. Je le dis, je le réaffirme, ils sont otages du système. Dans la commission des lois, donc qui avait étudié le document introduit, les députés qui représentaient le pouvoir avaient adopté le texte. Ils l'avaient accepté. Mais en plénière, ils l'avaient tous en bloc rejeté. Mais cela voudrait dire qu'une décision venue d'ailleurs leur a imposé un certain comportement. Et c'est là où il faut aller chercher la solution. Et c'est là où il faut aller chercher la solution. Et demander à ceux qui ont ce pouvoir dans ce pays de revenir à un meilleur sentiment. Maintenant, pourquoi introduire un nouveau texte sans au préalable rencontrer ces gens-là du pouvoir pour essayer de négocier avec eux avant d'introduire le nouveau texte? Vous savez, la proposition de loi. Il peut y avoir toujours peut-être des courroies, puisque ce n'est pas moi qui ai introduit cela, d'autres courroies, si vous voulez, de transmission, etc. Si moi, j'avais l'occasion un jour de rencontrer le chef de l'État, je lui dirais ce que je suis en train de dire, j'ai souvent respecté, pour lui dire que mon intime conviction, c'est qu'il y a une vie après le pouvoir, et qu'il n'a pas à avoir peur de cette vie après le pouvoir. Et on peut faire les choses d'une certaine façon, de sorte que ce qu'il craint, ou peut-être s'il pense que c'est lui qui doit pouvoir être là pour garantir les intérêts de sa communauté, s'il en a, je n'en sais rien, qu'il pense que lorsqu'on mettra en place un système totalement sécurisant et démocratique, ça irait dans l'intérêt de tous, y compris lui-même, et y compris ses descendants. Il n'a pas à avoir peur d'une vie après le pouvoir. Bon, et peut-être que je ne suis qu'un opposant, je ne suis qu'un simple citoyen. Si d'autres voix, beaucoup plus autorisées, j'allais dire des autorités morales de ce pays, pouvaient le rencontrer et le lui expliquer clairement pour qu'il laisse avancer les choses. Qu'il laisse avancer les choses. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où c'est une infime, peut-être qui ne sont même pas plus de 5, plus de 10, qui détiennent ce pouvoir et qui bloquent notre pays. Alors, on le sait, les travaux du HCRUN vont aboutir certainement sur un projet de loi qui sera introduit donc, pour faire les réformes. Et on sait aujourd'hui les désidérata du UNIR. C'est mettre le compteur à zéro et offrir 2 nouveaux mandats à leurs champions. Est-ce que vous serez prêt à céder à ces désidérata? Vous savez, ce n'est pas notre opinion qui compte. Et si vous voulez notre opinion, notre position, moi je ne suis pas favorable. Et ce n'est pas parce que je serai la minorité que je changerai la vérité. La vérité est là. Quand je dis vérité, on peut me dire qu'en la matière, il n'y a pas de vérité. D'accord. Mais c'est qu'il faut étudier le contexte togolais. Connaître les problèmes. J'entends les gens dire l'adaptation donc de loi à nos réalités. Quelles sont les réalités togolaises? C'est qu'il y a une personne qui est restée au pouvoir pendant plusieurs décennies. 38 ans. 38 ans. La seconde réalité, c'est que son fils a pris le pouvoir. La troisième réalité, c'est que les élections se font toujours dans des situations de contestation et de fraude. Et si vous voyez, vous avez eu à aborder la situation de 98. Ce n'est pas un modèle. Vous avez eu à aborder la situation de 2005. Vous avez eu, ici où cela a fait le tour du monde, des militaires transportant les urnes. Cela voudrait dire que le contexte togolais n'est pas favorable à des élections transparentes. Dans ces conditions, même si ailleurs il n'y a pas de limitation de mandat, au Togo ça s'imposerait. C'est ça la prise en compte des réalités. Au Togo ça s'imposerait pour dire, écoutez, vu nos problèmes, voici le sens de notre action. Et c'est dans ce contexte que les gens pensent qu'il ne faudrait pas y avoir une limitation de mandat. Ou l'analyse
est superficielle ou elle est de mauvaise foi. Ou elle est de mauvaise foi. Oui, professeur, peut-être une dernière question. Bon, Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes peut-être politique et donc peut-être partisan et que peut-être que d'autres personnes, d'autres autorités morales peuvent aller voir le chef de l'État lui parler. Mais on n'a pas oublié cette phrase aux premières heures de sa prise de pouvoir, quand il disait que mon papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il suffit d'aller lui parler, le conscientiser pour qu'il accepte, pour qu'il concède enfin de quitter le pouvoir, sachant qu'il avait déjà déclaré qu'il ne quitterait pas le pouvoir? Est-ce que à votre niveau, vous êtes sûr qu'un jour, ou bien que Faure a aujourd'hui la volonté de quitter le pouvoir un jour? Je crois que vous faites très bien de rappeler cette phrase, puisque cette phrase aussi en elle-même suffit pour voir la psychologie, si vous voulez, du président de la République. Voilà. Maintenant, et ce que je peux dire, c'est que on peut espérer que le sens du bien puisse revenir aussi dans sa logique. On ne peut pas, dans l'absolu, affirmer que le bien soit totalement éteint, donc dans la logique d'une personne. Et c'est justement pour cette raison que nous l'invitons. Et je le dis toutes les fois que vous me suivez, moi j'insiste sur cet élément, espérant qu'il finira lui-même par comprendre. Vous voyez, je ne peux pas dire que cela suffit de le lui expliquer. C'est pour cela que je dis, si ça doit être discuté, discutons. Pour savoir qu'est-ce qui doit être fait afin qu'il puisse renoncer à cette position qui aujourd'hui est contre-productive. Et je le dis, même dans ses rangs, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Mais ils ont peur de le dire. Ils ne s'expriment pas. Et ils ont peur de le dire. Et je dis que la lutte que nous menons... Ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se Au fait. Gabon, les gens quittaient le parti au pouvoir. Au Burkina. On a vu. Mais ils ont cette façon de faire au Togo pour dissuader une fois pour toutes ceux qui seraient tentés de faire. Parce que si vous le faites, si on veut, on vous écrase, on vous écrase. Vous parlez de l'affaire Bodiona? Non, ce n'est pas le cas isolé. Il y a d'autres cas. On vous écrase totalement. L'émission tire à sa fin, malheureusement. Malheureusement, on trouvera d'autres occasions. On vous laisse le mot de fin pour conclure. Non, tout ce que je voudrais dire, c'est de dire au peuple togolais que notre action ne se situe pas dans une logique peut-être de mauvaise foi ou bien de chercher à bloquer les choses. Nous voulons simplement attirer l'attention donc de toutes les parties pour leur dire qu'il faut que le pays puisse avancer. Et si nous avons tous cette volonté de faire avancer, vous verrez qu'en 5 ans, nous allons changer radicalement la situation de notre pays. Il y a des motifs d'espérer. Et moi, j'espère malgré tout. Voilà. Merci, professeur Komi Wolu. Je rappelle qu'il est le premier secrétaire du Parti Socialiste pour le Renouveau, PSR, parti membre du CAP 2015, qui donc boycotte l'atelier du H-Crune. Merci à Olivier Adja, le patron d'Afrique Presse et de Harakiri. Merci beaucoup. Merci également à Maxime Dominier, le rédacteur en chef du journal Alternative. Oui, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sera rediffusée comme d'habitude à 22h30. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Et j'avais plaisir qu'on se retrouve dans 2 jours.